À la une de ce journal, le coin du voile serait-il levé autour de la gestion des fonds alloués dans la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo? Après l'inspecteur général des finances, le ministre de la Santé éclaire l'opinion. Le degré des responsabilités du ministère de la Santé et à quel niveau de gestion? Les précisions dans ce journal. Et quel lien y a-t-il entre le recensement et les politiques publiques? Les 13 parlementaires à l'initiative d'une démarche pour un consensus sur les réformes électorales ont approché l'Organisation nationale de l'identification de la population pour entrevoir des élections moins coûteuses à travers le recensement à l'aide de nouvelles technologies. Et l'opération d'enregistrement des appareils mobiles au cœur d'une controverse. Le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication apporte une précision. L'objectif est de sécuriser les utilisateurs et rien d'autre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal Vespéral. Un journal qui part de la présidence de la République où le garant de la nation a reçu le diplomate rwandais en poste à Kinshasa, en prélude justement de l'élévation prochaine du chef de l'État en qualité de président de l'Union africaine. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi échangé avec l'acteur américain Richard John, venu présenter le projet du tournage d'un film sur un digne fils du pays, je citais Jean-Jacques Muyembe. L'état des relations et de coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda est au beau fixe. Cette déclaration est de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en RDC, juste après l'audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 25 août 2020, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans la région et les relations bilatérales ont été passées en revue. Elles sont au beau fixe, c'est pourquoi il y a une ambassade ici, une ambassade de la RDC au Rwanda, il y a le volume commercial sur les frontières. Si ce n'était pas la Covid, on serait plus avancé, mais nous espérons que ça ira de mieux en mieux chaque année et que ce sera bénéfique de part et d'autre dans la paix et le développement et la confiance mutuelle. Le chef de l'État, comme vous le savez, prochainement, il sera le président de l'Union africaine et il joue en même temps un grand rôle dans la pacification de la RDC. Où il a décidé de démanteler les forces négatives, parmi lesquelles les FDLR qui menaçaient le Rwanda. Donc nous avons discuté de la sécurité de notre région et les efforts à mener pour un développement et en RDC et dans la région, y compris pour le Rwanda. Donc une nouvelle coopération dans l'esprit CPGL qui avait prévalu il y a plusieurs années et c'est dans ce sens-là. Donc je me suis aussi inquiété de la situation du progrès de la RDC dans la pacification et la vision du développement. À en croire l'ambassadeur du Rwanda en RDC, ce contact s'inscrit en prélude de l'élévation prochaine du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité du président de l'Union africaine. Juste après, le chef de l'État a également reçu l'acteur américain Richard John, venu lui présenter le projet de tournage du film Tree of Life, un métrage qui parle du docteur Jean-Jacques Muyembe et l'épidémie d'Ebola en 1976. Doing movie projects here, starting with Dr. Muyembe. Nous avons rencontré le président pour lui parler d'un projet que nous sommes en train de lancer. Nous commençons la production d'un biopic, un film sur la vie du docteur Muyembe et la crise d'Ebola de ces temps-ci, c'est 94 à Kikwit. Et on a déjà commencé le développement, maintenant nous allons entrer dans la partie pré-production, production, voilà. Ce projet Tree of Life donnera du boulot aux artistes congolais, a confié l'acteur américain Richard John. Un nouveau maire et son adjoint pour Lumumba-Ville et aussi quelques bourgmestres. Les deux ordonnances ont été signées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la lecture vous est faite ici par son porte-parole, Kassongo Mwema et Yamba Yamba. Première ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 20-131 du 12 août 2020 portant nomination du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville. Au terme de cette ordonnance, est nommée maire de la ville de Lumumba-Ville, Madame Ayaki Anjadoumi Micheline,
est nommé maire adjoint de la ville de Lumumba-Ville, M. Djombi Malumalu Gentil. La deuxième ordonnance est l'ordonnance numéro 20-132 du 12 août 2020 portant nomination des bourgmestres et bourgmestres adjoints des communes de Lumumba-Ville. Au terme de cette ordonnance, sont nommés bourgmestres et bourgmestres adjoints des communes de Lumumba-Ville au regard de leurs noms, post-noms et prénoms les personnes ci-après. 1. Commune de Wembo Nyama. Bourgmestre, M. Eomba Onoya Émile. 2. Bourgmestre adjoint, M. Chungu Wuchu Joseph. 2. Commune d'Ewango. 1. Bourgmestre, Mme Ashimba Tangeni Clarisse. Et 2. Bourgmestre adjoint, M. Lumumba Otepa Patrice. Voilà donc les deux ordonnances que j'étais venu vous communiquer. Et les francs congolais s'apprécient de plus en plus sur le marché. Ils gagnent 0,39%, constat fait par le comité de conjoncture économique tenu aujourd'hui par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est un reportage signé Pompomba à Françoise Bouela-Bouaki. Tout se joue dans les prochaines semaines. Elles seront décisives. La RDC va-t-elle gagner le pari de rentrer en programme formel avec le Fonds monétaire international ce mardi 25 août 2020 au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba? La question était au centre. Donc tout le monde a intérêt à soutenir le cadre macroéconomique. C'est ça le combat du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son gouvernement. Et nous sommes optimistes avec l'accompagnement du patronat, la FEC, est là, et la NEP, l'Association nationale des entreprises publiques, sont devenues des sociétés commerciales. Et nous croyons que nous allons réussir à maintenir, à garder ce cadre macroéconomique parce que bientôt commencent les évaluations avec le Fonds monétaire international. En outre, il est attesté sur le marché une petite tendance inflationniste qui refait surface. Elle est marquée par un petit rythme d'accélération de formation des prix. Alors même que le franc congolais s'apprécie sur le marché de change avec 0,39%. Sur le secteur minier, la situation demeure rassurante concernant le niveau de production des produits et le bon comportement des cours des métaux sur le marché international avec un cuivre en hausse contre une légère baisse du prix du cobalt. Le gouvernement de la République rassure que l'économie congolaise est en train de se relancer. C'est en principe ce 26 août 2020 que les finalistes de l'école primaire vont affronter le test de fin d'études primaires TENAFEP-Pensigle. Le nombre de centres à Kinshasa est revu à la hausse pour respecter les mesures barrières. Et selon le ministre provincial de l'Éducation, les 198 000 finalistes de la capitale seront répartis sur près de 992 centres disséminés à travers la mégalopole congolaise. Cette démarche vise à respecter justement les règles barrières par les autorités urbaines pour lutter contre la propagation du coronavirus. Nous l'avons dit en titre, le coin du voile serait-il levé autour de la gestion des fonds alloués dans la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo? Après l'inspecteur général des finances, le ministre de la Santé éclaire l'opinion. Le degré de responsabilité du ministère de la Santé et à quel niveau de gestion? Je vous propose ce reportage de Constance Manangalelo. Pandémie du coronavirus, la RDC la prend en mettant en application les instructions du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les respects et la communication des gestes et barrières sont devenus une autre culture pour les Congolais. En plus de la prise en charge par les gouvernements des cas concernés, les ministres de la Santé et Teni Longondo estiment que cela a sauvé la vie de plusieurs personnes. Vous vous souviendrez qu'ici, au mois de mars, avril, mai, nous avions atteint le nombre pratiquement de plus de 180 personnes contaminées par jour. Maintenant, nous nageons entre 10, 20 et 30, parfois 40, n'est-ce pas? Donc, nous avons lutté
contre cette maladie et maintenant nous avons des résultats. Le pic est derrière nous. Donc les calculs sont en train d'être faits pour que nous puissions déterminer le jour du pic. Donc le jour du pic, c'est le jour où nous avions eu le plus de cas par jour. C'est pourquoi nous avons été contactés par certains de nos collègues des pays étrangers pour qu'ils s'inspirent de nos stratégies. N'est-ce pas? Nous avons partagé nos stratégies, les stratégies qu'on a faites ici au Congo. Il est vrai. Pour le ministre de la Santé, le gouvernement, par l'impulsion du chef de l'État, s'est vite doté d'un budget conséquent, ce qui a donné lieu malheureusement à des folles rumeurs sur les détournements de fonds. Il n'en est rien du tout. J'ai été taxé, n'est-ce pas, par un rapport qui était sorti de quelqu'un qui voulait s'enrichir, ainsi de suite. Mais bon, selon le rapport, je crois qu'il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai. Je n'ai pas acheté des hôpitaux, je n'ai pas acheté une parcelle à la Gombe. Depuis que j'ai déclaré mes biens au niveau, quand j'étais nommé, je n'ai rien acheté d'autre. Donc le docteur Eteni ne s'est pas enrichi. Je confirme qu'il n'y a pas eu de détournement. Aujourd'hui, plus que jamais, au nom de la solidarité gouvernementale et du pari qu'il faut gagner, est celui d'améliorer la prise en charge et d'atténuer les risques de contamination, le ministre de la Santé Eteni Longondo et le vice-ministre Albert Petit voient plus les résultats que le Congo mène contre cette pandémie. Nous avons été convoqués par le Premier ministre, il y a eu des conseils, il y a eu des choses à rectifier et nous pensons que nous allons continuer dans ce sens-là. Donc nous devons travailler ensemble pour que la vie des Congolais soit préservée. Les rumeurs d'hier sont désormais derrière. Et puisque nous sommes dans le secteur de la santé, restons-y pour vous dire que la Commission nationale Polio Plus de la République démocratique du Congo, du Rotary international et ses partenaires de l'initiative mondiale s'engagent à éradiquer la polio sauvage en Afrique, ce dans l'objectif de préserver la santé de populations. Annonce faite par cette commission au cours d'une activité organisée cet avant-midi sous le regard d'Eurydice Kitutu Moudiri. La région africaine de l'Organisation mondiale de la santé est désormais certifiée exempte de poliovirus sauvage. Les partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio et le Rotary ont fait cette annonce historique ce 20 août 2020. Au total, 9 milliards de doses ont été administrées à des millions d'enfants et 1,8 million de cas de poliovirus sauvage ont été évités. Le président du Rotary international invite à cette occasion à reconnaître cette grande réussite et félicite toutes les personnes qui ont joué un rôle important dans l'éradication du poliovirus sauvage dans la région africaine. Il a fallu des efforts considérables et un partenariat sur de nombreuses années. Au cours de ces efforts, Rotary International et ses membres ont contribué pour près de 890 millions de dollars américains, ajoutés à cela des heures de bénévolat. Les quelques 32 millions de membres du Rotary en Afrique se félicitent également du rôle joué pour aider la région à obtenir sa certification pour poliovirus sauvage, en organisant des manifestations pour collecter des fonds et sensibiliser à la polio et en travaillant les gouvernements du monde entier, nationaux et locaux, pour obtenir des fonds et un soutien en faveur de l'éradication de la poliovirus sauvage. Allez, on va parler sécurité à présent. Défis et opportunités pour la paix au Kasaï central. C'est le thème de l'atelier organisé par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec l'Interpis. Cet atelier a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la confiance et de la collaboration entre communautés. Ce reportage est signé Nadine Yangou et Ibrahim Chako.
L'espace kassaïen a été déchiré par une guerre intertribale créée par les milices Kamwina Sampou de 2016 à 2017. Ces conflits ont occasionné la mort de milliers de personnes, causé les déplacements de nombreuses populations. Il est aussi à la base de la malnutrition chronique de nombreux enfants. Depuis, cette blessure engendrée par ces conflits de Kamwina Sampou est restée béante et oppose jusqu'à ces jours la population de l'espace kassaïen. Pour réconcilier ces populations et restaurer une paix durable dans cette partie de la République, les ministères de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en collaboration avec l'organisme Interplus, ont organisé un atelier sur les défis et opportunités pour la paix au Kasaï et Kasaï central. Atelier ouvert ce mardi 25 août par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Depuis l'investiture de notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, son premier discours était de ramener la paix. La paix dans les parties qui étaient le plus touchées par les conflits. Les gouvernements, par son ministère, s'engagent à accompagner vos efforts en tant qu'acteurs de terrain en harmonisant justement les rapports de travail, de collaboration entre la territoriale, les services de police, les services concours, les services publics, de sorte à ce que tout ce qui peut être étudié soit étudié, tout ce qui peut être consolidé soit consolidé et que la paix puisse régner non seulement cette partie où vous êtes opérationnel pour le moment, mais à travers toutes les provinces de notre pays. Tout porte à croire que les résolutions issues de cet atelier vont cimenter la paix durable entre les populations du Kasaï et Kasaï central. Recensement de la population en vue d'un processus électoral réussi et peut coûter, voulais-je dire, pour la République démocratique du Congo. La question était au cœur des échanges entre les groupes des 13 parlementaires et les directeurs généraux de l'ONIP. L'essentiel de cet tête-à-tête dans ce reportage de Bobo Samba et Eli Toumba. Les hôtes du directeur général de l'Office national d'identification de la population ont d'entrée de jeu abordé les questions relatives au recensement de la population. Richard Ilunga a rappelé à ses invités de marque la volonté de l'ONIP de mener à bien sa mission. Les deux parties ont par la suite ressassé les difficultés rencontrées par la République dans l'organisation des élections voulues crédibles et moins coûteuses en 2023. Jean-Jacques Mamba, porte-parole de la délégation, explique. Comme vous le savez, nous sommes l'un des rares pays au monde dans lequel les habitants n'ont pas de carte d'identité. Et on pourra aussi rajouter le fait que ça fait 3 cycles électoraux que nous dépensons des sommes astronomiques pour organiser l'enrôlement des électeurs. Il était très important que nous ayons cet échange avec l'organe technique attitré légal qu'est l'ONIP pour voir dans quelle mesure nous pouvions avoir des inputs afin de mobiliser des énergies et des intelligences de manière à ce que nous évitions à notre pays à chaque cycle électoral de dépenser 300-400 millions pour une opération d'enrôlement, alors que dans le même pays, les gens n'ont pas de carte d'identité, ça veut dire ne sont pas identifiables. Et donc nous pensons appuyer les efforts qui sont fournis ici et nous allons mobiliser les énergies nécessaires pour que, à terme, nous puissions atterrir, selon la promesse qui nous a été donnée ici, d'avoir d'ici décembre 2022 des cartes d'identité pour tous les Congolais. Et d'ailleurs, d'un trait, on pourra extraire le fichier électoral et aller aux élections dans les délais. Le groupe des 13 projette des prochaines rencontres avec d'autres institutions et plateformes politiques. À l'ONIP, l'on attend les moyens pour une contribution effective s'agissant du processus électoral. C'est depuis le jeudi dernier que la population de la province de Sankuru n'arrive plus à capter les antennes de la radio-télévision nationale congolaise sur le petit écran. Cette problématique a été longuement débattue entre le ministre de la Communication et des Médias, le président du CESAC et le directeur général de la RTNC. Dès son retour dans sa province après une longue période d'absence, le gouverneur Stéphane Mukumadi s'illustre par la fermeture de la station locale de la RTNC ainsi que la radio Losangania. La nouvelle a fait effet d'une bombe parmi les organisations de défense de la liberté de la presse. Selon leur communiqué, le gouverneur reproche aux médias concernés de diffuser des émissions à caractère haineux et de n'avoir pas communiqué sur son arrivée. Saisi de cette affaire, le ministre d'État de la Communication et Médias, David
Jolino Makelele a interpellé le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ainsi que le directeur général de la télévision nationale congolaise. Ces derniers disent attendre le rapport écrit de leurs services respectifs dans cette province afin d'agir dans le plus bref délai. Avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous avons évoqué la situation qui prévaut actuellement à Lodja, où nous avons appris que 2 médias, notamment la RTNC et puis une chaîne privée, le Sangania, ont été fermés et des journalistes arrêtés. Mais à ce stade ici, je crois qu'il faudra attendre des rapports des différents services qui sont là-bas pour qu'on puisse vraiment se faire une idée de ce qui se passe exactement là-bas, parce que jusque-là, il n'y a aucun rapport circonstancié, ni la RTNC qui est fermée là-bas. C'est un peu difficile de comprendre qu'un média public soit fermé. Comment on peut fermer les médias publics? C'est un problème. À ce niveau des débats, je pouvais dire que oui, la RTNC a demandé à sa tutelle de se réserver pour que nous puissions d'abord être en possession des rapports écrits en provenance de l'Oudja avant d'entreprendre n'importe quelle démarche irrélative. Il faut noter que les enquêtes sont en cours en vue d'élucider cette affaire car le gouvernement tient à la liberté de l'exercice de la presse. Actuellement, la République démocratique du Congo occupe la 150e place sur 180 dans l'édition 2020 du classement de la liberté de la presse établi par RSF. Et en séjour de travail à Goma, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, et Justin Kalumba, ministre de Petites et Moyennes Entreprises, ont visité une usine de fabrication de chocolat Made in Congo. Tenez-vous bien, cette usine de fabrication produit 150 kg de chocolat pur par mois avec comme ressource principale le cacao utilisé localement. Ce reportage porte la signature de Betty Amani et d'Eric Ekabamba. Implantée dans les quartiers Les Volcans de la commune de Goma, au nord Kivu, la chocolaterie Loa produit environ 150 kg du chocolat pur par mois. Cette entreprise locale a bénéficié de la visite de 2 ministres, celui de l'Industrie Julien Paluku Kaongia et son collègue de la promotion de la classe moyenne, petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo. Ces 2 membres du gouvernement ont été impressionnés par le travail de qualité abattu par l'entrepreneur Alexis Kalinda Saloumou, qui fait la fierté de la RDC en transformant les cacaos de Beni et de Walikale en chocolat pur Made in Congo. Les différentes étapes de transformation, dont la torréfaction, les refroidissements et les tempérages, ont été expliqués aux ministres, accompagnés du président de l'Assemblée provinciale ainsi que du vice-gouverneur qui se sont d'ailleurs essayés au moulage. Le gouvernement promet d'appuyer les promoteurs pour l'augmentation de leur capacité de production, a annoncé le ministre de l'Industrie. La visite de ces 2 ministres a été un motif de satisfaction pour le patron de la chocolaterie Loa. Nous, on a préféré faire la qualité parce que c'est notre chocolat, c'est le chocolat congolais pur. Hein? Et nous avons la matière. Donc nous avons le cacao. Pourquoi aller maintenant faire de l'huile de palme, de quoi, tout ça mélanger dans le chocolat? Nous sommes dans des difficultés de machines. Ça nous prend beaucoup de temps et puis on ne peut pas faire une grande quantité. Hein? C'est pour cela que nous demandons une subvention à l'État. Et ils ont apprécié, quand ils ont apprécié, ils m'ont promis vraiment de faire quelque chose de grand. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale de promotion et de protection des entreprises locales. Les présidents du conseil d'administration de NB Mining font l'objet depuis quelque temps de menaces par des personnes non autrement identifiées. La révélation a été faite par le président de cette entreprise au cours d'un point de presse tenu cet après-midi. C'est un récit de Bobette Inga. Face à la presse ce lundi 24 août 2020, le président du conseil d'administration de NB Mining Africa s'inquiète et dénonce les menaces d'insécurité qui pèsent sur ses collaborateurs. À titre illustratif, l'attentat perpétré le 17 juillet dernier à Lubumbashi contre le DGA de cette entreprise. À la suite d'un nouvel épisode particulièrement douloureux qui a touché un de nos plus proches collaborateurs, directeur général adjoint de notre société, auquel je renouvelle tout mon soutien et ma confiance. Il a été victime d'un acte volontaire et délibéré qui a porté atteinte à l'intégrité physique de
de sa personne au moyen d'un engin explosif lancé contre son domicile personnel et familial de Lubumbashi durant la nuit du 17 juillet dernier. Pour Pascal Beveragi, cet attentat très grave est une façon de déstabiliser les intérêts de NB Mining Africa. Un attentat grave, très grave, qui nous a tous fortement déstabilisés, qui est resté anonyme et qui s'inscrit malheureusement dans une escalade d'actions qui vise à déstabiliser les intérêts de notre société NB Mining Africa, dont je suis le président du conseil d'administration. En attendant, le PCA de NB Mining Africa reste confiant pour la suite du dossier qui du reste est déjà devant la justice et espère que la vérité sera révélée au grand jour. Au cours de ce point de presse, Pascal Beveragi avait à ses côtés son avocat conseil et le représentant de Necrotrans. Et le gouvernement de la République a pris la mesure d'importer des appareils téléphones mobiles et ce système d'enregistrement sera lancé dans un cadre réglementaire. Précision du ministère de Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication en rapport avec les allégations d'une procédure d'enregistrement personnel des acteurs. Cédric Kenina nous en parle. Une mise au point qui vaut son pesant d'or. Le ministère des Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication recadre les choses. Les systèmes d'enregistrement des appareils mobiles a vu le jour sur base du décret du Premier ministre et qui a fait l'objet d'une discussion en Conseil des ministres. Ce qui a donné lieu à un arrêt portant mise en place du système d'enregistrement des téléphones mobiles du ministre de Pétentique, Augustin Kibassa. Ce système dont le lancement est prévu pour ce 24 septembre est un pas de plus dans l'organisation du secteur des télécommunications à travers un service fiable et accessible à tous. Contrairement aux mauvaises langues, ce système n'est nullement l'objet d'enrichissement personnel. Il ouvre plutôt la voie à d'autres projets de développement, notamment dans les domaines de e-gouvernance et de l'accès aux nouvelles technologies. Ce système va permettre également la lutte contre la contrefaçon des appareils mobiles, protéger les détenteurs congolais des mobiles en cas de vol. La base des données GSMA, auquel certains font référence comme alternative, en plus de ne pas remplir les mêmes objectifs, n'offre pas les mêmes garanties d'indépendance. L'enregistrement des appareils mobiles s'inscrit donc clairement dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, notamment en ce qui concerne les secteurs numériques, vision développée dans le plan national du numérique de la République démocratique du Congo. Et le ministre des Droits humains en séance de travail avec les ambassadeurs de Suisse et de Chine accrédités en République démocratique du Congo, la situation des droits de l'homme dans notre pays et la coopération bilatérale étaient au centre des entretiens. Le commentaire est de Lucie Lavie et Chusanda. La situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo mobilise les diplomates au ministère des Droits humains. Ce lundi 24 août, le ministre André Lité Acebea a échangé tour à tour avec les diplomates suisses et chinois en poste à Kinshasa. Avec l'ambassadeur suisse Roger Denzer, les deux personnalités ont évoqué le dernier rapport publié par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les menaces des morts dont est victime le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Il y a aussi une préoccupation de notre part, mais j'ai entendu aussi, j'ai appris que aussi la RDC ou le gouvernement va voir aussi d'augmenter la protection par rapport à ces menaces. On a parlé aussi du rapport de droits de l'homme au niveau de la RDC, la situation en Est. Dans ce sens-là, je pense qu'il y a beaucoup de défis. On a parlé aussi des principes volontaires. C'est un programme au niveau du secteur minier par rapport à la sécurité, par rapport à droits de l'homme. Voilà, c'est un échange sur toutes les choses. La dernière question de ma part, c'était aussi lié avec le programme DDRC, c'est-à-dire la réintégration au niveau des communautaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel impact on a au niveau des droits de l'homme? Avec les diplomates chinois, les discussions ont tourné autour de la coopération bilatérale entre Pékin et Kinshasa dans le cadre du respect des droits de l'homme dans les industries extractives et la nécessité de mettre un accent particulier sur les droits économiques, sociaux et culturels pour le mieux-être des populations congolaises.
La petite territoriale dans la province de la Chuapa n'a aucun symbole des attributs de l'État. Et les sénateurs Guy Luambo, alors en vacances parlementaires dans cette partie du pays, a remis aux responsables de cette petite territoriale des insignes publics. La province de la Chuapa serait-elle en dehors de la République démocratique du Congo? Du point de vue géographique, non. Cependant, le constat est tout autre à la petite territoriale. Ici, aucun symbole de l'État depuis l'alternance au pouvoir. Le sénateur Guy Luambo, en vacances parlementaires, a posé des gestes concrets en remettant dans sa ronde de bureau de la petite territoriale les symboles de l'État, la bannière étoilée et effigie du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est la RDC à première vue dès que l'on franchit l'entrée de ces domaines de l'État. On nous a fait état qu'au niveau de la territoriale, au niveau de la province, il n'existait pas en nombre suffisant les effigies du chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Voici donc l'effigie du chef de l'État. Et nous avons aussi ramené avec nous les drapeaux de la République démocratique du Congo pour que cela puisse flotter partout où se trouvent les institutions de la République démocratique du Congo. C'est le symbole du pouvoir et nous accueillons ça et nous allons transmettre au niveau de l'ensemble des institutions de notre province jusqu'au niveau des territoires et même, pourquoi pas, au niveau des secteurs. Soucieux de la situation sociale de ses concitoyens, l'honorable Guy Luambo, dans un élan de solidarité, a remis quelques dons au profit des personnes vivant avec handicap. Il a en outre lancé plusieurs projets de développement avec Widal Investment. Et la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences sexuelles s'est entretenue avec le directeur général des Vatel Hotel Business School sur les opportunités d'études pour les jeunes congolais. Dans le cadre de créer des opportunités d'études à la jeunesse congolaise, que la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme, Madame Chantal Yelo, a échangé avec le directeur général de Vatel Hotel Business School. Question pour lui de présenter et de donner de la chance aux jeunes congolais de se former aux métiers et aux professions du tourisme. L'école Vatel, c'est une école internationale qui est spécialisée dans la formation. Ou plutôt l'enseignement du management de l'hôtellerie internationale touriste. La RDC est un pays à immense potentialité au niveau du tourisme. Nous pensons que donner la chance aux jeunes d'être formés ici, elle trouve que c'est déjà dans la ligne directe de la vision du chef de l'État pour faire du tourisme un pilier de l'économie. Et de ce fait, cette école va apporter beaucoup de choses. Il va apporter la formation à plusieurs niveaux. Il va aussi apporter la recherche de Vatel. Ils ont un pôle de recherche, CAVAT, qui partage un peu toutes les recherches qu'ils ont fait sur le secteur et qu'on va mettre à contribution en RDC. Et tout cela ferait que nous serons partie prenante du développement du tourisme et on est très fiers de pouvoir apporter cette contribution dans cette démarche. Très ravi de ces échanges, le directeur général de Vatel Hotel Business rassure aux jeunes Congolais de la disponibilité de cette école dans la formation qualitative de matières. Cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire du tourisme un pilier de l'économie en République démocratique du Congo. Et puis cette bonne nouvelle pour les chrétiens qui vont se faire baptiser dans la rivière Ndjili. Désormais, il ne sera plus question de s'échanger dans la brousse au risque de se faire infecter. Une baptiste pour tous les chrétiens vient d'être érigée sur place. Marie-Louise Mbela nous en parle. Il est écrit dans Matthieu 28, 19, « Allez faire de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La RDC, avec une population majoritairement chrétienne et Kinshasa en particulier, a besoin des lieux décents pour l'accomplissement de ces rites chrétiens. Ici dans la rivière Ndjili, où plus d'un Kinois se font baptiser par immersion, prenant l'engagement de suivre le Christ, il manquait cruellement de loges pour se mettre en condition avant les rituels. Le pasteur Jean-Pierre Kapoukou de l'église de Jésus-Christ de Kinshasa y a pensé et a fait un don. Des vestiaires construits en durable ont été offerts aux enfants de Dieu sans contrepartie. Que la gloire revienne à Dieu. Il a mis dans notre cœur que nous puissions mettre à la disposition des enfants de Dieu ce vestiaire
parce qu'on assistait à des scènes vraiment qui n'honorent pas les seigneurs. Pour se baptiser, alors ils venaient se déshabiller et se rhabiller dans des conditions qui n'étaient pas louables. Alors c'est ainsi que Dieu avait mis dans notre cœur pour mettre à la disposition de ses enfants ces vestiaires. La gloire lui revient parce que, comme je l'ai dit, même les fonds pour lesquels nous avons fait, ça vient de lui. Tout ce que nous donnons à Dieu, ça provient de lui. Donc, en fait, moi, je n'ai rien fait d'autre que lui remettre l'argent qui vient de lui, mais mettre ça à la disposition du vestiaire. Donc, le pasteur François Mutombo, voici l'homme de l'église ACK, a laissé entendre que l'œuvre accomplie par le pasteur Kapuku est à encourager. Voilà une œuvre qui vous est dédiée. Venez baptiser les gens ici gratuitement par immersion, conformément aux Saintes Écritures. Je crois que Dieu va vous bénir. La dédicace au Seigneur Dieu Tout-Puissant de cet endroit impose de s'y tenir avec révérence. Et à la frontière de Kasumbalesa, le gros véhicule peut faire 5 à 6, voire 7 jours bloqués. Difficile de traverser la frontière et pour cause, le surnombre de services qui opèrent. D'où la nécessité de l'atelier de renforcement de capacité de tous les services import et export pour permettre la fluidité du transport et du fret multimodal. Différents acteurs des services tant publics que privés intervenant dans le secteur du transport du fret étaient présents à cet atelier organisé ce mardi 25 août 2020 à Lubumbashi par l'Office de gestion du fret multimodal région Sud Katanga. Atelier sur la fluidité du transport du fret congolais au poste frontalier de Kasumbalesa, organisé sous le patronage du gouverneur de la province du Haut-Katanga, représenté à cet atelier par le ministre provincial de l'économie et commerce. Je souhaite donc plein succès à vos travaux et je déclare ouverts les travaux de l'atelier sur la fluidité du transport du fret congolais au poste frontière, du poste frontière de Kasumbalesa. Je vous remercie. Que retenir de cet atelier? Que peut-on en attendre en termes de résolution? Bruno Umba Dindelo, directeur régional de l'OGEFREM, région Sud Katanga, Lubumbashi, résume. Nos opérateurs, aussi bien nationaux qu'étrangers, se plaignent de beaucoup de défis qu'ils rencontrent dans le transport de leurs marchandises, notamment à la frontière avec beaucoup de tracasseries, la multiplicité de services, beaucoup de frais à payer. Nous avons nous avons organisé cet atelier pour que tous les services qui interviennent d'une manière ou d'une autre réfléchissent sur d'abord l'identification des problèmes majeurs qui se posent et puis proposer des solutions pour résoudre ces problèmes. Et l'OGEFREM a pensé dans son raisonnement, dans sa réflexion, qu'il fallait mettre en place un cadre de concertation permanent. Un cadre permanent de concertation. Et nous avons appelé un comité local de facilitation. Ce comité sera chargé de prendre toutes les frontières pour ces charges. Débuté ce mardi 25 août, cet atelier organisé sur la fluidité du transport au poste frontalier de Kasumbalesa se clôturera mercredi 26 août 2020. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais je vous rappelle les principaux titres. Le coin du voile serait-il levé autour de la gestion des fonds alloués dans la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo? Après l'inspecteur général des finances, le ministre de la Santé éclaire l'opinion. Le degré de responsabilité du ministère de la Santé et à quel niveau de gestion? Vous avez suivi les précisions dans ce journal. Mais quel lien y a-t-il entre le recensement et les politiques publiques? Le 13 parlementaires à l'initiative d'une démarche pour un consensus sur les réformes électorales ont rapproché l'Organisation nationale de l'identification de la population pour entrevoir des élections moins coûteuses à travers le recensement à l'aide de nouvelles technologies. Et l'opération enregistrement des appareils mobiles au cœur d'une controverse. Le ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication apporte des précisions. L'objectif est de sécuriser les utilisateurs et rien d'autre. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, un journal que nous dédions aux finalistes de bleu-blanc de l'école primaire qui vont affronter demain les épreuves de test national de fin d'études primaires TENAFEP en sigle. Et tous les héros dans l'ombre qui ont concouru à la réalisation de ce journal souhaitent donc bonne chance à ces cadres à devenir. 22h, José Boitombo sera des vôtres. Merci et bonsoir.